Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission dans laquelle on va parler du luxe. Et oui, on a 3 géants français du luxe que vous connaissez forcément. On a Hermès, on a LVMH et Kering. Et si on devait faire un petit peu une classification, en tout cas en termes de prestige, vous auriez en haut Hermès, évidemment, le luxe sans compromis, une seule marque Hermès, la mise en avant d'un artisanat traditionnel et surtout un héritage. C'est une entreprise familiale depuis 1837. Alors que les deux suivantes, LVMH et Kering, sur le papier en tout cas, elles sont beaucoup plus proches. Déjà parce que ce sont des conglomérats, ce sont des portefeuilles diversifiés de marques, et les deux ont des stratégies agressives d'acquisition. En fait, les deux sont nés de cette manière-là, avec bien sûr Bernard Arnault d'un côté qui a fait tous les rachats, qui a racheté une à une toutes les maisons de son portefeuille actuel, et même chose chez la famille Pinault, avec aujourd'hui François-Henri Pinault, qui a racheté Gucci, qui a racheté Yves Saint Laurent, qui a racheté Boucheron, Balenciaga, etc. Et pourtant, même si sur le papier, ces deux sociétés sont relativement similaires en termes de structure par rapport à Hermès, comme je le disais, qui est vraiment monomarque et toujours dans la même lignée familiale que la famille de 1837, on a LVMH, qui surpasse Kering depuis plusieurs années et qui la surpasse sur pas mal de plans en fait. Déjà au niveau de la croissance, on a une croissance forte et régulière pour LVMH et on a une croissance faible et en dents de scie pour Kering. En termes de profitabilité aussi, on a des marges stables et haussières chez LVMH et plutôt descendantes pour Kering. Et évidemment, tout ça, ça se retrouve dans leur performance boursière sur les 3 dernières années. On a d'un côté LVMH qui a gagné 23%, contre une baisse de 49% pour Kering. La capitalisation boursière a été divisée par 2. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut se demander comment c'est possible avec des produits à peu près sur les mêmes marchés, vendus à peu près aux mêmes clients. Ça paraît assez fou d'avoir des écarts autant sur le plan boursier que sur le plan comptable, enfin si on veut d'analyse financière. Alors on pensait que chez Kering c'était juste une mauvaise passe et qu'ils allaient sortir la tête de haut, mais quand les résultats du premier trimestre 2024 sont sortis, là, l'écart a vraiment été impressionnant. Alors, effectivement, le marché du luxe est plus compliqué que les années précédentes, mais on a 3% de croissance d'un côté pour LVMH contre moins 11% pour Kering. Et la grosse différence, c'est que effectivement, chez LVMH aussi, c'est un peu plus compliqué, mais ce qui va mal chez LVMH, et depuis un moment, ça on le sait, ce sont les vins et spiritueux, qui reste une petite activité, alors que chez Kering, c'est leur marque phare, c'est Gucci qui voit ses ventes diminuer de 18% au premier trimestre et qui n'est pas forcément rattrapé par les autres, puisque la deuxième marque, Saint Laurent, est en baisse aussi de 6%, en tout cas en termes de chiffre d'affaires. Et finalement, la seule chose qui marche chez Kering, ce sont les lunettes, voilà, la lunetterie, une activité qui représente environ une dizaine de pourcents du chiffre d'affaires. Et le pire, c'est que c'est pas amené à s'améliorer rapidement, puisque François-Henri Pinault a dit lors de la dernière annonce de résultats que la mauvaise passe va durer. Alors les questions qu'on peut se poser, c'est comment une marque comme Gucci peut se retrouver aussi rapidement et aussi fortement en difficulté et pourquoi est-ce que c'est si difficile de remettre une marque comme Gucci sur les rails? Pour comprendre les problèmes de Gucci, il faut revenir un petit peu sur son positionnement. Ça faisait 7 ans qu'Alessandro Michele était directeur artistique de Gucci en 2022, puisque Alessandro Michele est arrivé en 2015. Et il avait transformé la marque pour en faire la marque extravagante, la marque un peu avant-gardiste avec une clientèle plus jeune et plus branchée. Et ça a très bien marché au départ de son mandat, donc de 2015 à 2019, et notamment en attirant la génération Z chinoise. Il faut savoir que la clientèle du luxe en Chine, elle est beaucoup plus jeune qu'en Europe. L'acheteur moyen d'un produit de luxe a 29 ans. Et le problème, c'est qu'en se concentrant sur cette clientèle jeune, chinoise, etc., qui aimait vraiment les trucs extravagants, un peu fous, Gucci s'est coupé du luxe intemporel. Il s'est coupé d'Hermès, de Louis Vuitton, de Chanel, etc. Et la jeune clientèle chinoise, elle a des habitudes d'achat qui sont très changeantes, contrairement à l'ultra-luxe beaucoup plus classique qui, lui, est beaucoup plus stable. Et en 2021-2022, il y a eu un coup d'arrêt pour Gucci. Les ventes ont baissé d'un coup. Et les consommateurs, particulièrement en Chine, se sont lassés des designs extravagants, sachant que la Chine avait atteint plus de 50% des ventes de Gucci, donc l'impact a été énorme. Et ce qui peut paraître surprenant, c'est que les vieilles maisons type Louis Vuitton et Hermès ont finalement beaucoup mieux compris les Chinois. Les Chinois, ils veulent du digital. Ils sont fortement influencés par les influenceurs, par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, etc. Et Louis Vuitton est très fort dans ce domaine en Chine. Ils veulent de la personnalisation. Et une des grandes forces d'Hermès, justement, c'est de faire des éditions limitées. Ils ont fait beaucoup d'éditions limitées pour les Chinois. Ils veulent aussi des publicités qui les ciblent. Et Louis Vuitton, justement, a pris des acteurs chinois très connus pour faire sa pub. Alors que Gucci, de son côté, a fait plusieurs publicités qui sont mal passées. Par exemple, ils ont inclus de la fourrure de lapin
dans leur collection pour fêter l'année du lapin en 2023, alors que Kering avait promis arrêter les fourrures animales. Et ils avaient déjà fait une boulette en 2022 lors de l'année du tigre, qui n'était pas très bien passée. Donc on voit Kering et la Chine, ça a d'abord été une histoire d'amour, mais qui s'est très mal terminée. Kering a relativement tardé à réagir, mais ils ont fini par virer leur directeur artistique, enfin le directeur artistique de Gucci, vous l'avez compris, Alessandro Michele, et Kering mise aujourd'hui tout sur son nouveau directeur artistique, Sabato De Sarno, et sa nouvelle collection. Donc ils ont voulu prendre évidemment un virage beaucoup plus minimaliste, on est sur du quiet luxury, on est sur du luxe silencieux, justement pour reconquérir la clientèle qui cherche du luxe indémodable. Mais cette nouvelle collection ne fait que démarrer, elle représente aujourd'hui 7% des ventes de Gucci, enfin quand je dis aujourd'hui c'est au premier trimestre, le but étant de monter à 30% en juin et à 100% en fin d'année. Et le problème, c'est que cette fameuse clientèle ultra luxe, plus traditionnelle, plus aussi européenne, elle est très dure à retrouver. Ça ressemble un peu à un qui tout double, ce changement de stratégie en fait chez Gucci, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne devient pas Hermès du jour au lendemain. Hermès, c'est Hermès parce qu'ils ont la même politique depuis 1837. On ne peut pas aller d'un côté chasser sur le terrain de l'extravagance pendant quelques années, avoir un côté un peu perché, un côté avant-gardiste, et puis quand ça paye plus, vouloir faire du Vuitton, du Hermès. Et en regardant la présentation aux investisseurs qui a été faite récemment, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs slides qui sont dédiés à, voilà, on va faire revenir Gucci à son niveau normal, on va dire, c'est un peu ce qu'ils disent, il faut faire revenir Gucci where it belongs, donc là où ça appartient. C'est un peu bizarre, un peu lunaire en fait, de voir des slides dédiés à voilà comment on va faire revenir Gucci à son niveau d'avant, mais le problème c'est que ça marche pas comme ça dans le luxe. La marque est abîmée aujourd'hui. Kering a joué avec le feu et s'est brûlé. Je dis Kering, mais en fait c'est faux, c'est Gucci. Gucci a joué avec le feu et s'est brûlé. Et ça va prendre du temps pour retrouver cette fameuse désirabilité et ça va leur coûter cher. Vous savez, cette désirabilité, ce sont les mots, enfin c'est le mot quand on écoute soit Bernard Arnault parler, soit les résultats d'Hermès, on entend tout le temps parler de cette désirabilité. Ils ont bien conscience que c'est leur actif le plus précieux et c'est typiquement ce qu'a perdu Gucci et c'est justement ce qui va être très compliqué à retrouver. Alors sur un sujet un petit peu annexe, je dois vous parler de cette anecdote que j'ai trouvée assez drôle, qui est parue dans la lettre d'information, La Lettre justement. C'est une journaliste d'une agence de presse spécialisée dans le secteur du luxe qui a reçu un message WhatsApp du service de presse de LVMH et dans ce message, donc c'était lors de l'annonce des résultats de Kering, et dans ce message, LVMH se vante de continuer de creuser l'écart avec Kering. Elle compare les performances de ses marques, donc LVMH, à celles de Kering, et dit même, c'est une citation, l'endettement de Kering va devenir une source d'inquiétude pour les analystes et les investisseurs, comme en témoigne la dégradation de la note de la dette de Kering par Standard & Poor's. Alors c'est un tacle non réglementaire qui m'a beaucoup surpris, c'est pas très classe, et surtout je trouve surprenant que LVMH contacte des journalistes pour aller cracher un petit peu sur Kering alors que Kering va mal, parce que LVMH va bien, et je trouve que c'est vraiment se rabaisser en fait de devoir un peu tacler ses concurrents comme ça lors de l'annonce des résultats pour dire regardez, comparez-nous à eux, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Malheureusement pour Kering, aujourd'hui, il y a Hermès qui est sur une autre planète et il y a LVMH qui est bien devant Kering, il n'y a pas besoin de rajouter comme ça, mais j'ai trouvé assez fou que apparemment, un service, je ne sais pas qui c'est, un service presse, se met à commenter les résultats d'un concurrent. Je trouve ça assez dingue. Alors, j'ai qu'une seule source pour ça, donc il y a cette lettre d'information. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je trouve ça assez fou. Mais pour revenir au fond et non plus à la forme, il y a quand même un point qui est soulevé qui est assez juste sur la dette de Kering, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des situations extrêmement différentes dans les trois groupes de luxe français. Il y a Kering qui effectivement commence à accumuler de la dette parce que ça coûte cher de faire revenir Gucci au top niveau, alors que LVMH n'a quasiment plus de dettes, en tout cas des dettes très faibles, et Hermès n'a pas de dette du tout. C'est vraiment le champion. Donc voilà, je trouve ça mal joué de la part de LVMH de pointer la dette de Kering, mais il faut avouer que c'est vrai et que potentiellement Kering va commencer à avoir une dette qui va poser problème aux investisseurs. Donc Kering, aujourd'hui, il faut considérer ça comme un dossier qu'on va appeler recovery, un redressement d'entreprise. Et le problème avec ces redressements d'entreprise, c'est qu'on ne sait pas si ça va arriver et quand ça va arriver. Et en tout cas, en termes de chiffres, c'est pas avant fin 2024, début 2025 qu'on saura si les efforts que Kering a mis dans Gucci, les changements de direction artistique, etc. vont payer. En tout cas, moi, c'est le genre de dossier que je n'aime pas trop, parce que ce que j'aime dans le luxe, c'est justement cet aspect marque indémodable, intemporel, le côté vraiment bulldozer, avec un portefeuille diversifié de marques
qui marche, et enfin diversifié ou pas, Hermès n'étant pas diversifié mais marchant extrêmement bien, et Gucci, voilà, ils sont finalement pas si diversifiés que ça, on le voit, et leurs marques phares vont pas super bien. Donc est-ce que c'est un problème de management qui mène de clairvoyance, qui n'a pas été assez réactif? Probablement, mais en tout cas voilà, dossier compliqué aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de Kering. Pour moi ça reste un gros point d'interrogation, mais un point d'interrogation qui m'inquiète quand même, parce que je pense que ça va être un défi extrêmement compliqué à relever. Voilà, merci à tous et à bientôt pour d'autres émissions.